Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Bienvenue à cette nouvelle live. On va parler des trois stratégies gagnantes en bourse sur cette période baissière de marché. On verra quelles sont les stratégies qui peut-être sont plus recommandées selon votre niveau de version risque. Les sujets aujourd'hui, c'est super intéressant. Merci pour ceux qui sont là. On est ici à chaque mardi à 20h avec un cours gratuit. OK? Donc, pendant que nos amis arrivent encore, j'ai fait la petite présentation pour ceux qui tombent sur la chaîne pour la première fois. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, je suis analyste financier agréé par la Société française des analystes financiers et par l'autorité de marché français. Je suis spécialiste sur les marchés des small caps, donc les petites sociétés cotées en bourse, et sur la gestion des patrimoines. OK? Donc, on a une live par semaine, donc un minimum. Donc, à chaque mardi à 20h, on est ici pour un cours gratuit d'investissement. On va parler des bourses, d'investissement, rente passive, liberté financière. Okay? La grande majorité des vidéos ne resteront pas disponibles après la transmission. C'est pour ça que je vous recommande de cliquer sur les liens dans la description de la vidéo, de vous abonner à cette chaîne, mais aussi laisser votre email dans la newsletter de cette chaîne-là. Comme ça, en avance, je vais vous envoyer les liens et comme ça, vous allez avoir accès au live, vous n'allez pas rater les sujets de chaque semaine. Donc, les liens dans la description de la vidéo, vous allez trouver aussi l'inscription pour les lives et aussi pour les formations gratuites. C'est ça qu'on fait ici. On a une formation gratuite d'investissement à chaque mardi à 20h si vous êtes là pour regarder. Ça marche? Donc, dans la description, vous avez tous les liens les plus importants. Ça marche? Sur ma chaîne Club des Valeurs, vous avez déjà plus de 150 vidéos disponibles. Cette chaîne ici, que vous regardez cette vidéo, c'est ma chaîne secondaire. Elle s'appelle Michael Ravaneda Club des Valeurs. Et ma chaîne principale, où il n'y a pas de live, ce sont que des vidéos classiques YouTube, s'appelle Club des Valeurs. OK? Donc, pour ceux qui tombent ici pour la première fois aussi, mon accent vient du Brésil. Donc, vous allez vous habituer rapidement. Vous allez reconnaître un accent brésilien. Ça marche? Bonsoir tout le monde. Je vais voir qui est là. Giuseppe est là, Tony, Jessie, Fabiolo, Fabrice, Seb, Jean-Alain, Elliot, Loïc, Philippe, Jérôme, Alain, Hervé, Jean-Marc. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ici. Avant que je continue, quelqu'un ici peut me confirmer si l'audio est OK, la vidéo elle est bonne pour tout le monde. Ça va? Sophie, notre collègue Sophie qui est toujours sur les lives, elle n'est pas là. Donc, j'attends la réponse de quelqu'un d'autre pour confirmer si tout se passe bien. Allez, c'est bon? Donc, on va commencer les sujets. Bon, quelle est la meilleure stratégie? Toujours, ça dépend des deux variables. Quelle rentabilité on veut chercher? Et toujours, la rentabilité plus élevée qu'on souhaite, elle est liée à un risque. Normalement, toutes les stratégies boursières d'investissement, plus petites, c'est la rentabilité. Plus petite, c'est la rentabilité. Plus petit, ça va être les risques. C'est comme ça pour les fonds héros, par exemple, pour les assurances vie qui rentabilisent rien, même pas l'inflation. Vous avez une rentabilité pourrie, mais les risques, elle est faible aussi. Je dirais que les risques dans ces cas pourraient être même élevés, étant donné que votre montant d'argent rentabilise même pas les montants de l'inflation. Il faut garder dans la tête qu'à chaque année qui passe, les produits et les services sont à chaque fois plus chers. On doit minimum rentabiliser l'inflation avec nos investissements. Donc, je vais vous montrer trois stratégies et je vais vous expliquer quelle stratégie est plus adaptée pour chaque type d'investisseur. OK? Bon, quelques principes de base. On va investir sur le long terme. Long terme, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'argent qu'on va investir sur les 8 prochaines années minimum. On a une approche des partenaires. On souhaite être investisseur et acheter des actions des sociétés qu'on aime bien, des sociétés qu'on comprend ce qu'ils font, des sociétés qu'on veut vraiment garder dans les portefeuilles sur les très long termes. Donc, c'est une approche des partenaires. On n'est pas ici pour analyser, faire de l'analyse graphique ou jouer sur les courts termes, sur les moyens termes. Ici, notre vision, c'est d'être des partenaires de belles sociétés sur les long termes. L'analyse fondamentale, c'est l'outil qu'on va utiliser justement pour choisir les meilleures actions du marché. Donc, l'analyse fondamentale, c'est un outil, on va regarder les ratios fondamentaux. Ce sont des ratios financiers comme la marge nette, les retours sur capitaux propres, quelques ratios financiers qui nous aident à choisir les meilleures sociétés de marché. C'est la même chose si vous allez, par exemple, acheter un business. L'exemple que j'aime toujours donner, vous allez acheter une boulangerie. Vous allez analyser si la boulangerie a des clients, la boulangerie n'a pas de dettes, la boulangerie a une bonne marge nette, c'est l'argent qui reste
dans la poche de la société. C'est la même chose qu'on fait avec des sociétés cotées dans la bourse comme Coca-Cola, Air Liquide, etc. Si on souhaite investir dans la bourse, on va faire une analyse des principaux ratios. Ça, c'est pas complexe, ça, c'est facile à comprendre, même si vous n'êtes pas analyste financier, peu importe votre profession, votre âge, votre niveau d'expérience, c'est quelque chose de facile à faire. Vous allez dépenser un peu de temps, peut-être quelques heures d'apprentissage pour une chose qui va vous servir pour le reste de la vie. Bon, les stratégies que je vais vous présenter, j'ai divisé, les trois sont ici déjà, et je vais vous présenter une par une. La première, c'est des leaders de marché. Pourquoi acheter les leaders de marché dans la bourse, ça fonctionne? Pourquoi acheter les small caps sous-valorisés, des sociétés, des petites sociétés sous-valorisées sont des sociétés, c'est une stratégie gagnante. Je vais vous expliquer ce qui c'est sous-valorisé aussi. Et la diversification passive avec des ETF, je vais vous expliquer pourquoi c'est une stratégie gagnante. Je vais vous expliquer, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les avantages, les inconvénients, pour quel type d'investisseur c'est plus recommandé chaque stratégie. Ça marche? Est-ce que vous êtes là avec moi? Tout le monde est là? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après, Ludovic, Jonathan, Bernard. Bonsoir tout le monde, allez. Bon, on va commencer déjà avec une petite introduction. Ces trois stratégies-là sont utilisées par des investisseurs très connus comme Charles Munger, qui sont les partenaires de Warren Buffett. À mon avis, Warren Buffett, il reçoit beaucoup de mérites sur les investissements qu'il a fait, mais la majorité des choix a été fait pour Charles Munger, qui est son partenaire, qui est beaucoup moins médiatisé par rapport à Warren Buffett. James O'Shaughnessy, c'est un des principaux analystes financiers du monde. Il a fait la recherche sur les deux derniers siècles, quelles sont les stratégies les plus gagnantes de la bourse. Il a écrit les livres What Works on Wall Street, ce qui fonctionne à Wall Street. Donc, c'est un des analystes les plus respectés dans le monde. Il est le gérant d'un fonds d'investissement également. Donc, les stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui sont assurées aussi par des grands investisseurs qui les utilisent aussi. Il a Wilner Gonz et son fonds Indépendance Expansion en France, un des meilleurs fonds d'investissement de l'Europe, qui applique les stratégies small cap sous-évaluées. C'est le même type de stratégie que j'applique dans ma formation insider avec les portefeuilles qu'on fait les suivis. Peter Lynch aussi, il utilisait les stratégies sous-évaluées, des small cap sous-évaluées, pour former un des portefeuilles les plus gagnants de l'histoire. Donc, les livres classiques, What Works on Wall Street, écrit par James O'Shaughnessy, il utilise dans son fonds d'investissement toute la théorie qu'il a découvert avec son livre. C'est ça que je vais résumer pour vous aujourd'hui. Bon, on va commencer avec les leaders de marché. Pourquoi acheter les leaders de marché? C'est une stratégie gagnante à long terme. Déjà, on va voir quelques caractéristiques et à la fin, je vais vous expliquer ce qu'il y a arrière. Pourquoi c'est une stratégie gagnante d'acheter les principales sociétés du marché. Remarque importante ici, la stratégie leader de marché, elle peut venir avec une stratégie à dividende ou elle peut venir sans une stratégie à dividende. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Je vais même changer la caméra ici. La stratégie d'acheter les leaders de marché, elle est basée sur les faits qu'on va acheter les sociétés qui sont déjà bien établies dans les marchés, que les concurrences ne vont pas l'attaquer, qu'elles ont des produits et services bien établis et que normalement les clients ne vont pas changer vers les concurrents. Ces sociétés peuvent verser des dividendes ou pas. Il y a certaines sociétés qui vont verser beaucoup de dividendes, donc elles sont plutôt utilisées par les investisseurs à dividendes, et des autres grandes sociétés ne vont pas verser des dividendes, ou très peu, comme c'est le cas de Louis Vuitton par exemple. Donc, peu importe si c'est à dividende ou pas votre stratégie, achetez les leaders de marché, les sociétés super connues qui pèsent beaucoup. C'est une stratégie qui se montre très gagnante à long terme si vous avez un portefeuille bien diversifié sur cette classe des sociétés, des capitalisations fortes. Je reviens sur la présentation pour vous montrer donc quelques détails de plus. Ici, j'ai retiré une partie du livre qui explique quelles sont les stratégies les plus gagnantes de l'histoire. Et donc, il explique qu'est-ce que c'est leader de marché. Est-ce que je peux considérer Total leader de marché? Est-ce que je peux considérer Microsoft leader de marché? Bon, leader de marché, ce sont des sociétés qui ont la capitalisation plus élevée que la moyenne des sociétés de marché. Qu'est-ce que c'est une capitalisation plus élevée que la moyenne? On suppose qu'on a les CAC 40, ok? On va sommer en fait les poids de chaque société dans les marchés. Par exemple, Air Liquide pèse 100 milliards dans la bourse, Total pèse 150 milliards dans la bourse, etc. On va sommer les 40 sociétés, on va calculer la moyenne. On va sommer la capitalisation de toutes les sociétés et on va diviser par 40
car c'est les CAC 40, ce sont 40 sociétés. On va découvrir par exemple que les poids moyens de nos sociétés du CAC 40, c'est par exemple 50 milliards. Juste un exemple, ok? Il est considéré leader de marché, la société qui possède un poids plus élevé que les 50 milliards, plus élevé que la moyenne de marché, ok? Donc c'est quelque chose qu'on va faire attention. Juste une petite seconde, quelqu'un m'appelle au milieu du live et j'ai pas oublié de mettre dans les modes alarme. Voilà. Et est-ce que vous attendez encore les bruits? Je pense que oui, non? Donc je vais changer la caméra vite fait. Voilà. Ça c'est bon. Désolé par rapport à ça. Donc, le deuxième point important, les actions disponibles au public. Il faut que les actions soient cotées pour les marchés. Il faut que les actions soient disponibles pour tout le monde dans la bourse. On ne peut pas acheter des actions des sociétés qui sont fermées, évidemment. Les chiffres d'affaires doivent être 50% plus élevés que la moyenne de marché. Donc, pas seulement la capitalisation, mais aussi les chiffres d'affaires. Est-ce que la société, dans la moyenne, les sociétés, ils font un chiffre d'affaires de 5 milliards. Donc, il faut que les chiffres d'affaires soient 50% plus élevés que cette valeur. Okay? Donc, il suffit de multiplier par 1,5 la moyenne de chiffre d'affaires du marché. Et la trésorerie, 50% plus élevée que la moyenne de marché. Si vous êtes débutant, vous regardez ça, vous dites ok, mais comment je calcule la moyenne de marché, comment je vais savoir les chiffres d'affaires? Vous inquiétez pas. Pensez toujours aux vrais leaders de marché, comme par exemple dans les boissons. On connaît Coca-Cola, on connaît McDonald's. On va penser sur des sociétés de pétrole, ExxonMobil, Total. On va penser sur des sociétés de luxe, Louis Vuitton, Kering. Donc, c'est facile même pour un débutant d'investir sur les sociétés leaders de marché. Okay? Donc, cette stratégie peut être utilisée avec la stratégie à dividende et sans dividende. Ok? Donc, on va voir plus de détails. Donc, Coca-Cola, Microsoft, Louis Vuitton, Google, Unilever, Pfizer, Walmart, Tencent, Apple, P&G, Tata Consultancy. Est-ce que vous avez quelques sociétés parmi celles affichées ici? Ou vous avez Oracle, Biogen, Waters, Facebook, qui c'est Meta maintenant, Seagate, SAP, Dell. Est-ce que vous avez quelques sociétés qui sont dans cette liste ici? Je vais voir. Michel a posé une question. Trésorerie, est-ce que tu veux dire cash flow? Oui, on peut dire cash flow. C'est la même chose si on va faire la traduction. Il y a des nuances cash flow d'exploitation, cash flow libre, mais normalement c'est les free cash flow quand je parle de trésorerie. Ok? Ah, je vois Patrick, il y a Louis Vuitton, Meta. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez comme leader de marché? J'ai tout vu que j'ai un ETF monde. Très bien. Tu as un ETF monde, tu as un panier, donc tu as les leaders de marché sûrement. PayPal, très bien. PayPal, c'est un des leaders mondiaux, une des sociétés leaders du monde, hein, parmi les leaders mondiaux du FinTech. FinTech, c'est les finances tech, finances et technologie. Meta, très bien. Très bien, très bien. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a hier? La stratégie leader de marché. Déjà, c'est une économie d'échelle. On appelle ça l'économie d'échelle dans la macroéconomie et dans l'analyse d'action. Pourquoi? Ils peuvent réduire les coûts unitaires de produits. Donc, par exemple, imaginez qu'il y a beaucoup de concurrents, des Microsoft, il y a beaucoup de concurrents, des Louis Vuitton, il y a quelques petits concurrents, des autres énormes sociétés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent réduire les prix d'un produit juste pour bouffer la concurrence. Comme ça, la concurrence doit diminuer les prix aussi pour faire une dispute. Mais à la fin, la grande société elle aura toujours un avantage parce qu'ils peuvent bouffer les marchés. L'avantage aussi d'être les premiers arrivés pour définir les tendances des prix. Donc ça, c'est une chose aussi. Coca-Cola, par exemple, on sait qu'il y a Pepsi et des autres concurrents, mais on sait que c'est facile en fait de définir la tendance des prix. Si Coca-Cola va augmenter 10 centimes la bouteille, les gens ne vont pas arrêter de boire de Coca-Cola parce que la bouteille est 10%, 10 centimes plus cher. Ils peuvent contrôler les marchés et acheter les concurrents, donc ça c'est classique. Si vous regardez la liste des sociétés qui Louis Vuitton, Kering ont acheté depuis les années 2000, c'est presque une année par un ou même plus. Et la fidélité du consommateur, donc étant donné que la personne va continuer
fier de porter, d'acheter, de faire partie de la marque. C'est un peu que Apple elle fait dans les marchés aussi, avec la fidélité des consommateurs. Donc, ce sont des points forts de les stratégies leaders de marché. Elles sont déjà dans la tête du marché. Les consommateurs vont continuer à utiliser les mêmes produits. Et donc, même s'il y a une hausse dans les marchés, s'il y a de l'inflation, ils vont repasser vers les investisseurs. Donc, les stratégies leaders de marché, c'est une stratégie qui fonctionne toujours. Elle est recommandée pour les débutants aussi, parce que c'est facile d'acheter des sociétés qu'on est fin, des sociétés qu'on connaît mieux. On sait ce qu'ils font. On est des clients des grandes marques. Donc, c'est une stratégie facile à mettre en place. C'est une stratégie facile à mélanger avec la stratégie à dividende aussi pour recevoir de la rente passive. Donc, pour un débutant qui ne veut pas commencer avec des ETF, des paniers d'actions, probablement c'est une des meilleures stratégies. C'est la stratégie dividende ou la stratégie leader de marché sans dividende. Les simples faits d'acheter des sociétés solides et avoir un portefeuille bien diversifié avec une quinzaine de sociétés, ça fait déjà une bonne tendance de long terme. OK? Bon, il y a aussi les moats. Warren Buffett, les plus importants investisseurs de l'histoire, aiment toujours utiliser les mots moat. Moat, c'est les fossés à côté des châteaux. C'est ce système de protection qui existe à côté des châteaux. Donc, les fossés, c'est le système de protection. Et pour les grandes sociétés, on veut toujours des grandes sociétés avec les fossés. C'est la protection naturelle, en fait. Elles sont si grandes qu'elles peuvent acheter les concurrents, elles peuvent augmenter les prix, elles peuvent gagner chaque fois plus de marché sans faire trop d'efforts. C'est ça les moats. Et donc, toujours quand vous allez acheter une société leader de marché ou même une autre société, vous pouvez penser, qu'est-ce que cette société a des protections contre la concurrence? Est-ce que c'est difficile d'attaquer cette société? C'est comme un château. Est-ce que ce château il est bien protégé? Quel est le pire scénario possible pour ce château? Donc, c'est une chose qu'il faut penser une fois que vous établissez une stratégie des leaders de marché. Bon, on va passer à la deuxième stratégie, qui c'est la stratégie small cap sous-valorisée. Mais avant d'aller sur la deuxième stratégie, je reviens un peu pour parler de certains critères. Évidemment que pour trouver les leaders de marché, comme j'ai parlé, il faut chercher les sociétés les plus importantes, celles qui pèsent les plus, celles qui ont plus des cash flows, celles qui ont plus des chiffres d'affaires. Mais on va qu'analyser que ça et acheter aveuglément. Si vous pouvez jeter un œil sur la marge nette, sur les retours, sur capital propre, des ratios que j'ai déjà expliqués sur ma chaîne Club des valeurs, vous allez comprendre beaucoup mieux comment trouver vraiment les belles sociétés dans les marchés. Donc, si vous mélangez les stratégies leaders de marché, mais vous ajoutez un peu de connaissances avec les ratios fondamentaux, vous allez avoir des belles performances. Sur mon site clubdesvaleurs.com, il y a un onglet qui s'appelle Downloads. Et là-bas, vous pouvez télécharger un livre de plus de 60 pages par rapport à l'analyse fondamentale d'action. Comment analyser une société sur les longs termes dans la bourse. Complètement gratuit, 100% gratuit, 100% disponible toujours. Donc, sur clubdesvaleurs.com, onglet Downloads, vous allez trouver les books d'analyse fondamentale. OK? Bon, la deuxième stratégie, c'est une stratégie que j'aime beaucoup. La majorité de mon patrimoine est investi sur cette stratégie, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est la stratégie small cap sous-valorisée. Small cap déjà, c'est quoi? Small, ça vient de l'anglais petit. Caps, ça vient de l'anglais aussi, c'est en fait un acronyme, c'est caps, c'est capitalisation. Donc, small cap, c'est petite capitalisation. Et c'est quoi sous-valorisé? Sont des sociétés petites qui sont négociées dans la bourse, mais elles sont moins valorisées que les concurrents, moins valorisées que les autres sociétés. Ok? Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc, il faut déjà savoir que toutes les grandes sociétés ont commencé à leurs activités comme des small cap. Donc, L'Oréal, Louis Vuitton, Microsoft, Apple, elles étaient des petites sociétés avant de devenir des géantes. Évidemment que ça met du temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on peut avoir de la chance d'acheter une petite société qui va devenir une géante et multiplier notre capital par 10, par 15 ou par 20. Donc, c'est ça, les potentiels des stratégies small cap. Les problèmes, entre guillemets, de les stratégies small cap, c'est qu'il faut avoir un management des portefeuilles plus actif. Il faut regarder les ratios fondamentaux des sociétés. Il faut avoir un niveau de connaissance un peu plus élevé que l'investisseur qui va utiliser la stratégie à dividende ou des leaders de marché. Okay? Je vais changer la caméra rapidement. Bon, déjà, il faut savoir une chose. Je vais expliquer ce que c'est sous-valorisé. Okay? Sous-valorisé, c'est quoi? L'exemple de la boulangerie. Je vais acheter une boulangerie et quelqu'un souhaite me vendre la boulangerie à 100 000 euros. Mais je sais que la boulangerie, par exemple, elle fait un chiffre d'affaires. Je vais utiliser comme exemple les chiffres d'affaires. Elle fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros par an. Donc, je sais que les prix que je vais payer, il faut 2 ans
pour être remboursée du chiffre d'affaires. Donc, si elle fait 50 000 euros par an et je vais payer 100 000 euros, ça veut dire que je vais mettre 2 ans juste pour être remboursé de ces chiffres d'affaires, l'argent que j'ai dépensé et j'ai investi. OK? Imaginez que pour cette boulangerie, ces ratios, il est 2. Donc, les prix que je vais payer, c'est 2 fois le chiffre d'affaires. Mais peut-être quelqu'un souhaite vendre une boulangerie dans un autre quartier à 500 000 euros et qui génère les mêmes chiffres d'affaires de 50 000. Okay? Donc, dans ces cas, elle est surévaluée. Il faut 10 ans pour être remboursé de cet investissement. Donc, dans la bourse, ces ratios-là, c'est les prix par rapport aux chiffres d'affaires ou capitalisation par rapport aux chiffres d'affaires. Dans ces cas, on peut comparer des sociétés de taille différentes dans la bourse par rapport à ce type de ratio. Ça, c'est un ratio fondamental. Dans mon e-book que je viens de parler tout à l'heure, vous allez découvrir des exemples par rapport à ces ratios. Okay? Donc, c'est très important d'analyser les ratios de valorisation. Donc, c'est ça un small cap sous-évalué. C'est une petite société qui a des ratios de valorisation moins élevés que la moyenne du marché. Okay? Je ne vais pas expliquer les ratios en détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais sur ma chaîne principale et sur l'e-book, vous avez l'explication complète. En 40 minutes de lecture, vous allez apprendre une chose très importante qui va vous servir pour vos investissements pour le reste de la vie. Okay? Bon, je reviens sur la présentation. Donc ici, capitalisation entre 100 millions et 1 milliard d'euros. Normalement, en France, on dit que les capitalisations entre 100 millions et 1 milliard, ce sont des small cap, des petites capitalisations. C'est quoi la capitalisation de nos sociétés? C'est le nombre d'actions multiplié par les prix de l'action négociée dans la bourse. Sur les marchés américains, ils disent que small cap, c'est jusqu'à 5 milliards. Il y a cette différence. Aucun livre d'investissement va donner une définition de ce que c'est small cap, mid cap ou big cap, petite, moyenne ou grande société. Dans la France, en Europe, on va utiliser plutôt cette définition. Mais Michael, en dessous des 100 millions, plus petite que 100 millions, c'est quoi? On appelle des micro-cap. C'est même pas small, c'est même pas petit, c'est micro. Donc, à partir des 100 millions, 50 millions, on dit que la société elle est investissable. C'est déjà une société qui a une taille assez importante pour qu'on puisse analyser les ratios fondamentaux. OK? Bon, vous avez ici la société troisième avec la société qui a inventé les scotch. Elle pèse 115 milliards dans la moyenne, évidemment que ça peut bouger. On a à côté une société petite, Delta Plus. C'est une société qui a fait à x10 sur les 10 dernières années en France. Et Delta Plus, c'est une petite société entre guillemets, mais elle est leader du marché des produits de sécurité pour les travailleurs et pour la sécurité industrielle. Elle a plus de 10 000 produits. Donc, même une petite société, elle peut être leader de son marché. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Les petites sociétés ont un potentiel plus élevé. Évidemment que c'est plus facile pour une société de 600 millions devenir une société de 60 milliards. Donc, c'est une multiplication par 100, une centaine de fois. Mais pour troisième, une société qui pèse déjà plus de 100 milliards, faire x 100, c'est presque impossible. Faire x 2 ou 3 ou 4, c'est possible, mais faire encore x 100, elle va devenir plus grande que beaucoup de pays dans le monde. Donc, évidemment, que le potentiel des petites sociétés est plus élevé que les grandes sociétés. Comme je viens de dire tout à l'heure, aussi les risques sont plus élevés. Les petites sociétés peuvent faire faillite plus facilement. Les petites sociétés peuvent avoir des problèmes économiques plus facilement. Les petites sociétés peuvent être touchées par les marchés plus facilement s'il y a une crise. Okay? Normalement, les gens, pendant les crises, vont vendre les petites sociétés pour acheter les grandes sociétés, car c'est plus assuré. Donc, OK, la stratégie small cap, c'est une stratégie super gagnante, mais il faut avoir un peu plus d'expérience, un management un peu plus actif et savoir faire l'analyse fondamentale d'action. Donc, les choix des actions doivent être plus rigoureux si on achète des petites capitalisations. Bon, j'aime toujours donner l'exemple des Monster. Je vais savoir ici, pour ceux qui boivent de Red Bull ou Monster, vous êtes team Monster ou vous êtes team Red Bull? Vous préférez quelle marque? Parce que je ne sais pas si tout le monde ici connaît, mais Monster, c'est la société qui vend des boissons énergétiques et concurrente des Red Bull. Et donc, avant, il y avait presque que Red Bull dans les marchés et Monster, elle est arrivée. Et Monster, c'est la société qui a fait x100, donc elle a fait plus de 10 000% en moins de temps. Donc, la société, sur 15 ans d'investissement, elle a fait 10 000%. Donc, ça, c'est les potentiels d'une petite société. Évidemment, si on achète la petite société correctement. C'est pour ça qu'on doit avoir un portefeuille bien diversifié avec des small caps aussi. Je vais savoir, vous êtes team
Red Bull ou Team Monster? Je vais voir les chats ici. Monster, Red Bull. Ah, Monster, elle gagne. Verstappen. Très bien. Monster partenaire officiel du Club des Valeurs avec la boulangerie. C'est vrai, les exemples préférés. Toujours la boulangerie, les Monster. C'est vrai. Je vais demander à Monster pour sponsoriser la chaîne. Je vais vous envoyer de Monster. Très bien. Donc, imaginez 10 000% depuis 2005. Hein. C'est facile de regarder les graphiques aussi et imaginer que quelqu'un pouvait garder les actions depuis le début. En 2006, la société a perdu 30%. En 2011, elle a perdu 40%. En 2016, elle a perdu 30%. Donc, ce n'était pas une hausse en ligne droite. C'était une hausse avec beaucoup de baisses, comme vous pouvez remarquer sur les graphiques. Et donc, c'est pour ça que l'investisseur des long terme doit tenir l'émotionnel. La partie mentale de la bourse est très importante. Pendant que la société continue avec des bons résultats et la société a des bons fondamentaux, on continue à garder la société. C'est ça les managements qu'on fait avec les petites capitalisations. Ici, c'est un graphique que moi j'ai fait entre 1999 et 2020. Vous n'allez pas trouver ailleurs parce que bizarrement, on n'a pas sur des sites des finances en France un graphique comparatif très ancien entre les CAC 40 et les CAC 40. Normalement, il va jusqu'à 2006 et après 2005 en fait. Donc j'ai construit sur Excel depuis 1999 jusqu'à 2020 pendant la crise de Covid. Elle était actualisée jusqu'à la crise de Covid. Et vous avez que les CAC Midismal, donc l'indice des petites et moyennes capitalisations françaises, ont rentabilisé beaucoup plus que l'indice CAC 40. Donc vous voyez ici quelqu'un qui avait investi en janvier 1999, il a rentabilisé plus que les doubles dans ces cas, hein, un peu moins que les doubles en fait, que les CAC 40. Okay? Si vous comparez les Russell 2000 avec l'S&P 500, si vous comparez tous les indices small du monde entier sur des périodes de plus de 10 ans, les small cap ont la tendance de performer mieux que les grandes capitalisations. Et faites attention, je compare les petites avec les grandes. Je ne compare pas les petites avec les leaders de marché. Ok? C'est différent. Vous allez remarquer tout à l'heure que la rentabilité des long terme des petites capitalisations et des leaders de marché, il y a très peu de différences. Mais les petites capitalisations par rapport aux indices classiques, par rapport les grandes sociétés, sans regarder qui sont les leaders, la différence elle est énorme. Les petites capitalisations ont la tendance de performer beaucoup mieux. Les cas classiques, hein, je pense que je vais demander la publicité des Katana aussi, hein, parce que j'ai fait la publicité gratuite des Katana. Katana, c'est une des plus belles réussites que j'ai fait sur la bourse française. J'ai commencé à l'acheter en 2018, j'ai acheté un peu en 2019, j'ai acheté un peu en 2020 avec la baisse de la crise de Covid aussi. Donc, c'est une société qui, depuis 2018, elle a fait à x5 dans la bourse. Je ne fais pas x5 parce que j'ai fait des achats réguliers, donc, mais j'ai fait plus que doubler ma mise sur la société, hein, presque x3 en fait. Et elle était ajoutée même dans les portefeuilles small cap de ma formation Insider. Et même depuis qu'elle a été ajoutée, très tard, entre guillemets, elle rentabilise bien. C'est une petite société qui vend des catamarans, des bateaux. Est-ce que quelqu'un ici possède des bateaux, des katanas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici bien à l'aise avec des catamarans tranquilles pour se promener au week-end? Je vais savoir, hein, où vous avez plutôt des actions des katanas. C'est comme ma femme, hein. Elle dit, j'ai pas dit des sacs Louis Vuitton et Kering, mais moi j'ai des actions de Kering et Louis Vuitton. Euh, mais tu sais que demander qui est millionnaire, c'est relatif, hein. C'est relatif. Il y a des devises dans le monde qu'avec 10 euros, on peut être millionnaire, hein. Allez, je reviens sur la présentation. Donc, Katana, c'est un exemple, mais il y a plusieurs exemples. Il y a Monster, comme je disais. Il y a Katana, il y a Bilandi, c'est la société qu'on a ajoutée dans les portefeuilles small cap de ma formation. On a ajouté en août 2021.
Et depuis, la société a fait une centaine de pourcents, donc elle a doublé de taille. Récemment, elle a perdu un peu, donc elle est plutôt à 86-85% des plus-values qu'on a fait depuis octobre. Donc même pas en année, on a fait plus de 80% avec Bilandi, une petite société de marché français aussi, toujours en respectant les principes de base. Acheter des petites sociétés sous-valorisées par rapport aux marchés et de qualité aussi. Ici, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer mon exemple et ensuite, je vais vous montrer des exemples des fonds d'investissement parce que c'est facile de montrer un exemple isolé à moi, regarder comment cette stratégie fonctionne. J'ai déjà dit que dans les livres What Works on Wall Street, il dit que cette stratégie, c'est un des plus utilisés pour des fonds d'investissement, une stratégie gagnante aussi, mais je vais vous montrer plusieurs cas évidemment. Ici, c'est les portefeuilles que j'ai créés dans notre formation, octobre de 2021. Donc, on a les comparatifs entre l'indice en bleu, donc c'est les CAC Mid Small, et on a les portefeuilles Small Cap PA qu'on a dans la formation. Donc, les marchés les en perte depuis qu'on a créé les portefeuilles. Vous voyez la courbe en bleu, que les marchés sont plutôt à moins 6%. Et les portefeuilles Small Cap PA, nous sommes proches des 10% des rentabilités. Ces portefeuilles, il a commencé avec un seul achat en octobre 2021. Il n'a pas d'achat régulier. Donc, avec un montant de 10 000 euros, on fait les managements avec 10 000 euros. On va vendre et on va acheter de façon à obtenir le maximum possible de rentabilité. Donc, vous voyez qu'on arrive même... Regardez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les CAC Mid Small, à long terme, ils rentabilisent plus que les CAC 40. Et ici, je vous montre un portefeuille qui rentabilise encore plus que les CAC Mid Small. Donc, pendant que les marchés sont en perte, nous sommes en positif. Donc, tout ça en appliquant la stratégie Small Cap sous-valorisée. Et là, les fonds d'investissement Indépendance et Expansion, c'est un fonds managé par M. William Higgins. Ces fonds existent depuis 1994. Et ces fonds, il a fait une rentabilité moyenne annualisée de 13,8% par an, contre 7,7% par an du CAC Mid Small. Il applique la stratégie Small Cap sous-valorisée. Donc, il achète des petites capitalisations avec PR inférieur à la moyenne. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les PR, je vous invite à regarder ma chaîne principale et télécharger mon e-book. Il a un prix sur trésorerie supérieur à la moyenne. Ça veut dire que les sociétés ont plus de trésorerie que les autres sociétés. Il achète des sociétés avec marge nette supérieure à 4%. Et retour sur capital propre toujours plus élevé que 8%. Donc, parmi toutes les petites sociétés de marché français, il va respecter certains critères d'acheter des sociétés de qualité sous-valorisées. Et voilà, on a presque 30 ans d'horizon d'investissement et la courbe, elle dit par elle-même, presque 4000% de rentabilité sur les 30 dernières années, cumulées, avec une rentabilité qui bat largement par l'indice classique du marché que c'est le CAC Mid Small. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Bourse Small Cap française pour investir dans votre PA. J'ai fait cette vidéo le 2 novembre 2020. Donc ça fait une année et demie déjà. J'ai parlé des 9 sociétés. Et ces 9 sociétés que j'ai parlé dans cette vidéo, ce sont des sociétés sous-valorisées avec qualité. Donc, j'ai parlé des 9 sociétés et par exemple, un portefeuille fictif avec ces 9 sociétés que je vais parler dans cette vidéo, il a fait 90% jusqu'à aujourd'hui, donc dans une année et demie, contre 27% de l'indice CAC Mid Small, qui c'est un indice qui rentabilise même plus que les CAC 40 dans la moyenne de long terme. Donc, vous voyez que ce n'est pas que moi qui est capable de créer un portefeuille, mais les fonds d'investissement sont capables de créer un portefeuille des small caps sous-valorisés. Le problème, c'est que les débutants, difficilement, ils vont réussir à bâtir un portefeuille small cap sous-valorisé, gagnant en gardant la stratégie, même sur des périodes qui sont horribles. Vous pouvez remarquer ici sur les graphiques, la courbe en bleu, entre 2016 et 2020, la stratégie a fait que baisser avant de faire un gros coup à nouveau. Donc, la stratégie Small Cap, c'est vraiment pour ceux qui ont une aversion au risque peu élevé. Donc, quelqu'un qui vraiment a un horizon de 15 ans, 20 ans, qui est intéressé par rapport les investissements, qui souhaite apprendre par rapport à l'analyse fondamentale, qui souhaite acheter les petites sociétés. Quelqu'un qui fait ça, il est capable de construire un portefeuille Small Cap sous-valorisé gagnant. Si vous êtes intéressé toujours à recevoir ces portefeuilles, à voir ce qu'on a dedans, à voir les managements d'un portefeuille Small Cap sous-valorisé, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Pour la formation Insider, elle n'est pas ouverte maintenant, mais vous pouvez faire votre préinscription. Dans un mois ou 2 mois, peut-être on va avoir des places ouvertes. Pour l'instant, c'est fermé.
Bon, ici, c'est les portefeuilles que j'ai discuté dans cette vidéo-là. Donc, dans cette vidéo que j'ai fait le 2 novembre 2020, j'ai cité les noms de quelques sociétés. J'ai parlé des Delta Plus, Obey, Elten, S2I, Jacques Bogart, Mersen, Wavystone, Albioma, Katana. Et vous avez ici dans la colonne à droite, la rentabilité accumulée sans dividende. Donc, il y avait S2I qui a fait 171% depuis que j'ai fait la vidéo. Vous avez Katana qui a fait presque x3. Vous avez Wavystone qui a doublé des tailles. Vous avez OB qui a fait 75%. Altent qui a fait 65%. Donc, c'était toutes des sociétés sous-évaluées small cap, des sociétés de qualité et sous-valorisées par rapport à la moyenne de marché. OK? Donc maintenant, on va voir la troisième stratégie qui fonctionne super bien, c'est la diversification passive. Je vais voir si vous avez posé des questions. Je suis en retard sur Katana, mais avec la croissance folle qu'ils ont, ça va être à 20 € d'ici des 3 ans. Si la croissance continue comme ça, pourquoi pas? Il faut surveiller les fondamentaux. Michel, et si on parlait aussi des small caps qui font faillite? Mais bon, on a des petites capitalisations qui font faillite et des grandes sociétés qui font faillite aussi. Je te donne un exemple pratique pour répondre à ta question précisément. Il y a des gens ici dans cette vidéo, dans les chats, qui font partie de ma formation. Et eux, ils sont la preuve de ce que j'ai dit, que c'est la vérité. Dans notre portefeuille Small Cap, on a commencé avec 17 sociétés. Et des 17 sociétés, on a vendu 3 sociétés. Si ma mémoire reste bien, on a vendu 3 sociétés, peut-être 4 avec la crise, avec Technip, qui a quitté les portefeuilles. On a vendu 4 sociétés. Donc, c'est une question de management des portefeuilles. Quelqu'un qui achète une petite capitalisation et laisse la société faire faillite, c'est quelqu'un qui ne savait rien. Parce que la personne, elle l'achète et elle laisse la société aller à moins 5%. Elle ne va pas surveiller chaque trimestre les résultats de la société. Elle achète et elle oublie dans les portefeuilles. C'est pas comme ça que fonctionne justement la stratégie small cap. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui va regarder les ratios, va avoir une gestion plus active. On a vendu 3 sociétés. Pourquoi? Parce que simplement les résultats n'étaient pas bons. Les sociétés n'ont pas commencé à performer bien et c'est pour ça qu'on diversifie. Même avec la vente des 4 sociétés et des autres 4 sociétés qu'on a ajoutées, donc on a fait un bon management des portefeuilles, on n'accepte pas trop des pertes. Ça veut dire qu'on accepte très tôt les pertes en fait. On ne va pas accepter de perdre beaucoup. On arrive à moins 20%, moins 25%, soit on renforce, soit on va vendre les sociétés. Donc on ne va jamais tomber sur les cas des sociétés qui vont faire faillite. Les mauvaises sociétés, on accepte les mauvaises sociétés qui présentent des mauvais résultats, des sociétés qu'on jugeait bien et qui présentent des mauvais résultats, on va vendre rapidement. On va accepter cette petite perte parce que cet argent qui reste, on peut placer sur une excellente société qui va rentabiliser beaucoup plus. Donc, par exemple, Technip, qu'on avait perdu 20%, on a placé sur Molinvest qui a fait plus 40%. Donc, on n'avait pas peur d'accepter la perte. Et au-delà de ça, on a mis sur une excellente société à côté. Donc, c'est ça le management des portefeuilles. Donc, peu importe, dans les marchés, il va y avoir des faillites, dans les marchés, il va y avoir des explosions, dans les marchés, il va y avoir des tout. C'est à nous de faire un bon management des portefeuilles, peu importe la stratégie. Pour les leaders de marché, c'est la même chose. Kodak, la société leader de la photographie, elle a fait faillite. On ne va pas simplement laisser la société baisser des 20, 30 ou 40% sans rien faire dans les portefeuilles. OK? C'était une très bonne remarque, Michel. C'est important de parler de ça aussi. Hein. On n'est pas là juste pour parler de la bonne partie des choses. Donc, toutes les stratégies, il faut faire attention de toute façon. Il faut bien surveiller. Il faut avoir un bon management. Le management, c'est 50% de les stratégies. Et la troisième stratégie, c'est la diversification passive. Donc, la diversification passive, ce sont les ETF, les Exchange Traded Funds. Donc, ce sont des paniers d'actions déjà prêts à être utilisés. Il a des avantages. Le management, il est simple. La diversification, elle est élevée. Il manque un E ici. Et suit la rentabilité moyenne de marché. Donc, la rentabilité moyenne de marché, on connaît bien. Ça dépend de l'indice, ça dépend de l'époque, ça dépend de la décennie. Mais dans la moyenne, les marchés, si vous achetez un ETF sur le long terme, il fait des rentabilités entre 6 et 12 à 13%. Ça reste dans cette plage de 6 à 13% parce que ça dépend de la période, ça dépend combien vous allez acheter, ça dépend de votre fréquence d'achat, quel indice vous allez acheter. Mais normalement, on rentabilise plus que l'inflation parce que l'inflation historique reste à 2 ou 3%, sauf des cas bizarres qu'on a eu sur les dernières années après la pandémie. Mais sinon, l'investissement de long terme rentabilise plus que l'inflation. Il y a des inconvénients. Le potentiel est moins élevé, on ne va pas faire fois
50 fois 5 comme on a fait sur le Monster. On va pas faire x5 comme Katana, parce que Katana, ou Monster ou des autres sociétés vont peser très peu de l'indice. C'est juste une action qui existe dans les paniers d'actions. Donc le potentiel est moins élevé, mais les risques aussi, il est beaucoup moins élevé. Comme Michel avait parlé, on peut tomber sur une société qui commence à présenter des mauvais résultats. Si vous agissez pas, si vous laissez la société simplement tomber, elle va commencer à perdre, et si vous faites rien, vous pouvez perdre une partie de votre patrimoine. Donc 2, 3, 4, 5% de votre patrimoine. Si vous faites un bon management, vous allez diminuer ces risques-là. Mais si vous achetez un indice de marché, même si les marchés sont en baisse, comme c'est le cas maintenant, depuis le début de l'année de 2022, les Nasdaq a perdu 22%, l'ETF Monde Momentum a perdu 22% aussi, l'SP 500 a perdu 15%. Donc, qu'est-ce qu'on fait si même l'indice commence à baisser? On fait des achats réguliers, parce que si on fait des achats pendant la baisse, on va acheter l'indice moins cher. Et une fois que l'indice il va toucher la même valeur qu'il avait avant la crise, on sera déjà gagnant, parce qu'à chaque fois, on peut acheter moins cher l'indice. Ici, là, les performances sur les 40 dernières années, donc entre 63 et 2003, ce n'est pas exactement les 40 dernières années, mais ça considère la bulle de l'Internet de 2001, ça considère la crise de 97, ça considère la crise de la fin de l'étalon or en 91. Donc, quelqu'un qui avait acheté dans les marchés américains les 50 plus petites sociétés sous-valorisées a fait dans la moyenne 16% par an. Et ceux qui ont acheté les leaders de marché, 50 actions, un fonds d'investissement qui a acheté 50 actions avec la meilleure croissance sur les 5 dernières années a fait 14% par an. Bon, on vient sur les moments présents, entre 2000 et 2021. Les indices MSCI Small Cap Monde, donc petite société monde, a fait 10,3% par an dans la moyenne. Évidemment qu'il y a des années négatives comme 2008, 2013, 2018. Mais dans la moyenne, si on considère les années positives et les années négatives, dans la moyenne, c'est 10,3% qu'on a fait. Et là, les leaders de marché ont fait 10,1% par an avec la stratégie présentée dans les livres. Et les CAC Midismall, par exemple, quelqu'un qui a acheté les principales sociétés de CAC Midismall a fait 7,9% par an. Les fonds Indépendance Expansion, c'est les fonds que je vous ai présentés tout à l'heure, a fait 13,8% par an. Les MSCI World a fait 6,5% par an sur les longs termes et sur les 10 dernières années, il a fait 10% par an. L'SP 500 sur les très longs termes, sur des décennies, il a fait 6,9% par an, mais sur les 10 dernières années, il a super bien performé, surtout de 2010 à 2019, il a super bien performé. Il a fait 13,8% de rentabilité par an. Donc, quelqu'un qui investit avec une stratégie passive, des achats réguliers, il va passer par des périodes négatives. Cette période négative peut durer 1 an, 2 ans, ou comme dans mon cas, quand j'ai commencé à investir au Brésil avec la stratégie d'acheter simplement les principales sociétés de marché brésiliens, entre 2011 et 2015, les marchés ont fait que baisser pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il a fait que baisser. Mais j'ai fait des achats réguliers, j'ai gardé la discipline, j'ai acheté. Et entre 2016 et 2018, les marchés s'est multiplié par 2. Donc, juste en 2015 et 2016, il a fait 100%. Et donc, tout l'argent que j'avais accumulé pendant 4 ans a doublé dans une seule année. Et c'est ça la stratégie de la patience. C'est ça la partie émotionnelle. Si vous gardez la partie émotionnelle, ça va être beaucoup plus facile. Si vous investissez pour d'ici 15 ans ou 20 ans, c'est con de vouloir que les marchés explosent vers les hauts maintenant. Quelqu'un qui souhaite investir pour d'ici 15 ans ou 20 ans aime bien que les marchés restent stables, peut-être pas la baisse, mais que les marchés ne bougent pas trop, qu'ils restent comme ça. Comme ça, chaque mois, vous allez ajouter plus d'argent. Un jour, quand les marchés vont partir vers les hauts, parce qu'à long terme, les marchés les haussent, parce que les services, les ventes et les choses sont haussières à long terme, donc vous allez être beaucoup plus gagnant dans ces scénarios que dans un scénario comme en 2010-2020, qu'à chaque fois, chaque mois, les marchés ils montent, vous achetez chaque fois plus cher, vous allez rentabiliser, vous allez gagner, évidemment, mais moins que dans un scénario où les marchés les plats et à chaque fois, vous ajoutez plus d'actions et des ETF dans les portefeuilles. Bon, je vais changer la caméra pour faire une petite conclusion ici. Bon, on a vu 3 stratégies qui fonctionnent à long terme. On a vu les stratégies des leaders de marché, que ça peut fonctionner avec des dividendes. Je recommande à la majorité des personnes de l'utiliser. Pour ceux qui vont en fait faire un mélange d'ETF et de stock picking, acheter les actions par soi-même, c'est facile de reconnaître les leaders de marché. C'est facile de reconnaître ce qu'ils font. Donc, c'est une stratégie plus facile de mettre en place. Si vous avez 12, 15 actions
par exemple, leader de marché, c'est facile à contrôler les portefeuilles aussi. Donc, c'est une stratégie bien établie et elle est faite presque pour tout le monde qui souhaite commencer à acheter des petites sociétés. La troisième stratégie, avant que je parle de la deuxième, qui c'est Small Cap, la troisième, qui c'est la stratégie ETF, c'est aussi une stratégie facile à mettre en place. Vous pouvez acheter un panier déjà prêt d'actions. C'est une stratégie très connue depuis les années 80. C'est une stratégie utilisée par beaucoup d'Américains, Canadiens, etc. Donc aussi, c'est une stratégie que je recommande pour les débutants. Si vous êtes débutant, vous devez commencer avec un ETF. Point barre. Vous devez au moins avoir des ETF sur les marchés américains et acheter des actions sur les marchés français si vous le souhaitez. Mais avoir une diversification avec des ETF pour les débutants, c'est très important. Surtout que ça va bouger beaucoup moins qu'une action. Peut-être vous allez acheter une action qui peut exploser vers le haut, mais peut baisser beaucoup. Avec l'indice, si ça baisse, c'est les marchés entiers qui baissent. Ce n'est pas votre faute. C'est la situation économique actuelle et à long terme, ça reprend vers le haut. Mais la deuxième stratégie, les small caps sous-valorisés, c'est vraiment pour quelqu'un qui souhaite aller un peu plus loin, qui souhaite vraiment choisir les sociétés de portefeuille. Vous avez un potentiel de gagner x2, x3, x5, x10, mais vous avez un risque plus élevé aussi. Il n'existe pas dans la vie quelque chose qu'on peut gagner beaucoup sans avoir des risques élevés. Hein. Et je ne suis pas là pour vendre des rêves, on peut faire à 15% par an avec peu de risques. Non, si on souhaite déjà sortir de la stratégie des grandes capitalisations des sociétés leaders de marché pour acheter des petites sociétés, évidemment que les sociétés plus petites sont moins connues, sont plus touchées par la macroéconomie, donc évidemment que les risques vont augmenter. Mais si vous faites un bon management, la probabilité de sortir gagnant et avoir une bonne rentabilité de long terme est plus élevée. Donc, les risques et rentabilité viennent un avec l'autre. Okay? Donc, c'est à vous. Il n'existe pas la meilleure stratégie. Je connais des gens qui ne souhaitent pas avoir des fortes rentabilités avec un potentiel de risque élevé. Pour quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, qui sont à la fin de l'horizon d'investissement, qui doivent plutôt profiter de montants cumulés pendant la vie, ce n'est pas recommandé une stratégie small cap, mais plutôt une stratégie des leaders de marché, une stratégie des sociétés à dividendes qui vont verser de la rente passive. Donc, c'est à vous de juger dans quel niveau d'expérience vous êtes maintenant et combien de temps d'horizon d'investissement vous avez. Vous êtes jeune, vous êtes débutant, vous pouvez commencer à acheter des ETF et étudier l'analyse fondamentale pour investir avec les small cap. Vous êtes quelqu'un qui a peur, vous voulez investir, vous connaissez bien les principes, vous savez que ça fonctionne, mais vous avez peur. Commencez à acheter des sociétés à dividendes et des ETF, des sociétés bien établies. Vous êtes à la fin de l'horizon d'investissement, vous êtes plus âgé. Une stratégie aussi à dividendes avec des leaders de marché est plus recommandée. Donc, quelqu'un me demande, Michael, quel est le portefeuille parfait? Écoute, s'il avait un portefeuille parfait, les scientifiques, les meilleurs analystes financiers du monde allaient toujours utiliser les mêmes paniers d'actions et tout le monde allait utiliser les mêmes. Les gens ont un niveau de version au risque différent, les gens ont un niveau de patrimoine différent, les gens ont des dispositions pour faire un portefeuille différent. Il y a des gens qui ne souhaitent pas passer une minute sur les investissements. Ils vont faire juste un investissement avec des ETF par conséquence. Mais un investisseur qui aime bien les sujets va prendre plus de risques avec une stratégie à small cap. Donc, il n'y a pas de portefeuille parfait. Il y a des portefeuilles parfaits pour chaque personne, mais pas un portefeuille parfait pour tout le monde. Parce que vraiment, ça dépend. Sincèrement, je vais être sincère ici. Parfois, il y a des gens qui demandent quel est le portefeuille ou les stratégies parfaites en attendant vraiment une réponse. Et quand j'utilise la réponse, ça dépend de votre âge, ça dépend de la version risque, etc. Les gens pensent que je suis en train vraiment de cacher quelque chose. Je vous cache rien, je vous cache rien. Je ne suis pas analyste financier de base, je suis devenu analyste financier quand j'étais ingénieur déjà, j'ai travaillé chez Renault, chez Alten, etc. Donc, j'ai rien à vous cacher, j'ai fait la gestion des patrimoines de plus de 400 portefeuilles, plus de 16 millions déjà investis dans la bourse. Il n'y a pas de consensus par rapport à un portefeuille parfait. C'est pour ça qu'on fait l'étude de gestion des patrimoines de chaque personne, on va connaître la réalité de chaque personne. Une personne de 40 ans, célibataire, avec 5 000 € net par an, c'est complètement différent d'une personne de 40 ans qui est indépendant, il y a 3 gamins dans la maison, il n'y a pas la résidence principale. Il paye des loyers. Les portefeuilles sont complètement différents. Ça dépend aussi de l'expérience de chacun. Donc vraiment, c'est à vous de regarder ces 3 stratégies et penser, est-ce que cette stratégie est faite pour moi? Ou est-ce que je commence à doucement utiliser cette stratégie parce que peut-être elle est un peu plus risquée, mais quand même, j'aimerais bien l'utiliser, mais donc, je commence doucement. C'est à vous de maîtriser ces risques-là et c'est très important de vous connaître la partie émotionnelle. Est-ce que si le marché baisse 20% maintenant, ça va vous gêner beaucoup? Donc, il faut considérer tout ça dans la stratégie d'investissement. OK?
Et avant que je termine, j'ai passé la présentation ici rapidement. N'oubliez pas que sur Instagram, je réponds à vos questions. Donc, si vous cliquez sur ma petite photo là-bas sur Instagram, vous allez tomber sur les stories. Sur les stories, presque tous les jours, j'ai ma petite boîte. Posez vos questions et je réponds vos questions là-bas. Malheureusement, avec la quantité d'abonnés, heureusement, mais heureusement que je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est presque impossible de répondre à tout le monde. Mais sur Instagram, c'est une façon de répondre à tout le monde, parce que tout le monde qui pose une question dans cette petite boîte, la majorité des gens, j'arrive à répondre. Donc, j'ai concentré mes réponses là-bas, ok? Et évidemment, dans ma formation, les réponses sont personnalisées et je fais ça journalièrement, ok? Bon, vous avez les liens dans la description de la vidéo, les liens d'inscription pour recevoir la notification du prochain cours gratuit ici, mardi à 20h. Et vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation qui va ouvrir des places dans quelques semaines, ok? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais voir les chats ici si vous avez des questions. Dominique qui dit qu'il confirme ce que j'ai dit. Merci Dominique, très bien. Merci pour les pouces bleus, les gens. N'oubliez pas de partager avec vos amis, ça aide beaucoup. Imaginez, nous sommes 80 ici maintenant. Si quelqu'un ici partage avec des amis qui souhaitent savoir comment avoir l'introduction dans la bourse, comment avoir un premier matériel d'étude, quelle chaîne regarder, quelle vidéo regarder, envoyez les liens de cette vidéo ici. Comme ça, j'ai cité des autres vidéos, j'ai cité des livres que les gens peuvent aller regarder ça. L'objectif, c'est vraiment de faire gratuit à chaque mardi à 20h pendant plusieurs années, décennies, si possible, faire des cours gratuits ici. Donc, la façon que vous pouvez m'aider à partager ces boulots d'éducation financière, de partager ces boulots d'investissement avec la société, c'est de partager avec vos amis, partager avec vos proches. Je pense que tout le monde a à gagner avec ça. OK? Mes amis investisseurs, je vous remercie. Mardi prochain, on sera là à 20h. Je suis ici avec vous. Posez vos questions. Allez sur Instagram aussi, posez vos questions. Je vous attends. N'oubliez pas les liens importants dans la description de la vidéo. On se tient au courant et excellente semaine à tout le monde. Et profitez aussi les prochains week-ends. Et mardi prochain, on sera là. À plus.